Alex Ross Perry est-il vraiment le nouveau Woody Allen? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Oui, alors le nouveau Woody Allen, c'est peut-être beaucoup dire. C'est vrai que c'est une formule qui a été beaucoup utilisée pour le caractériser dans la presse. Lui-même se réclame assez volontiers de Woody Allen. Et ça résume assez bien l'univers qu'il déploie dans son film, qui est son deuxième film, je crois. Je n'avais pas vu le premier. C'est Listen Up Philippe. Voilà, dans Listen Up Philippe, pardon. Et c'est un univers, en gros, c'est quoi? C'est l'histoire d'un écrivain juif, apparemment, il y a un moment, c'est évoqué, passablement égocentrique. New-Yorkais. Et tout ça se passe à New York, et la volonté de filmer New York et les intellectuels new-yorkais est évidemment au cœur du film. On entend un peu de jazz, il y a des dialogues, il y a beaucoup de dialogues assez vifs et assez écrits. Donc tout ça fait qu'on l'assimile volontiers à une espèce de filiation Woody Allen comme ça. Après, je pense qu'il faut dissiper un malentendu. C'est-à-dire que si on va le voir en se disant qu'on va rire comme devant un Woody Allen, on se plante complètement parce que c'est pas un film drôle du tout. C'est un film extrêmement sombre. Qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain new-yorkais donc absolument imbuvable qui va rencontrer un vieil écrivain new-yorkais qui lui aussi a manifestement été un type invivable pendant toute son existence. Un peu calqué sur Philippe Ross. Les deux étant des espèces d'avatars de Philippe Roth. Ouais. Et alors, donc le film n'est pas drôle. Enfin, il y a quelques répliques qui font sourire et tout ça, mais c'est quand même surtout un film sur la douleur de l'écrivain, sur les sacrifices qu'il doit faire pour se consacrer à l'écriture et la manière dont il fait souffrir comment il pourrit la vie des autres, notamment sa compagne qui est photographe, qui jette parce qu'elle n'est pas assez admirative. Qui est un très beau personnage d'ailleurs. Ouais. Mais non, très bien joué par Elisabeth Moss. Le problème, pour moi, c'est typiquement le genre de film pour les critiques. Il y a des films qui sont faits pour les spectateurs, par exemple La Famille Bélier, même si les critiques, d'ailleurs, ne l'ont pas beaucoup aimé comme vous, et il a rencontré ses spectateurs, en l'occurrence 5 millions, et puis des films comme celui-ci, qui sent son film de fin d'études, appliqué, ultra référencé. On a parlé de Woody Allen parce qu'en plus, il y a une voix off permanente, et cette voix off donne l'impression qu'il n'arrive pas à montrer l'histoire, les sentiments, les sensations de ces personnages. Donc, avec une voix off, c'est pratique parce que ça permet de décrire la biographie de chacun, les sentiments, les sensations, ce qui est à mon avis un gros défaut, que Woody Allen arrive à surmonter en faisant quelque chose d'assez effectivement comique, cocasse et autodérisoire, alors que là on a l'impression qu'il ne plaisante pas avec ça. C'est hyper référencé à John Cassavetes aussi, avec une scène justement chez ce vieil écrivain qui s'est retiré en province avec une soirée avec 2 hommes et 2 femmes où ce personnage l'invite justement à les rejoindre, on dirait vraiment Faces. C'est hyper référencé à la nouvelle vague, avec des plans, des gros plans en permanence, le son dans la pièce d'à côté qu'on n'entend pas très bien, des flous, des zooms en permanence. On sent qu'il a fait ça pour être applaudi par les critiques, apprécié dans les festivals. D'ailleurs, il a été présenté au Festival du cinéma indépendant de Sundance. Mais oui, mais tout est écrit à l'avant. Et après, il y a juste un problème, c'est le spectateur, il fait quoi? À part s'ennuyer devant ces bavardages incessants, ce personnage... On ne peut pas avoir un personnage qui est désagréable et odieux du début à la fin. Je pense que c'est un vrai problème que pose le film, voilà. Effectivement. Mais alors, juste une chose quand même sur le fait que ce film soit très référencé, c'est très possible, c'est même certain. Après, je pense aussi qu'on peut le voir sans avoir en tête toutes ces références. Oui, bien sûr. Alors, on court le risque de s'ennuyer, mais si on rentre dans l'univers de ces personnages, si on se laisse attraper encore une fois, par la douleur de ces personnages, ça peut être assez émouvant et c'est assez intéressant sur le. Enfin, c'est assez rare quand même des films qui montrent deux écrivains. Parce qu'il est monocorde, ce personnage. Et en plus, alors, au milieu du film, il disparaît pendant 20 minutes quand même. Alors, on va trouver ça génial parce que le personnage principal est abandonné au profit de cette pauvre femme qui le martyrise de sa manière et qui va finalement faire sa vie et qui est une espèce de lumière dans ce film. Et puis hop, on l'abandonne à nouveau et on revient à lui qui est supposé avoir réfléchi sur sa nature puisqu'il est en train d'écrire un deuxième roman qui ne marche pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Et qui n'a pas changé au fond. Donc c'est quoi l'histoire? Le film, il tourne en boucle d'une certaine manière. C'est que c'est un personnage odieux, misanthrope, désagréable au début, qu'il est tout autant à la fin. Et entre les deux, on a vu des personnages évoluer autour de lui qui eux-mêmes ne vont pas beaucoup changer. Moi je suis vraiment resté. À la fin, je me suis demandé ce que j'avais vu là, quoi. Et encore une fois, sinon, un exercice de style qui effectivement fera plaisir aux critiques et ça n'a pas manqué. Non, honnêtement, il y a plus qu'un exercice de style parce que en plus, c'est un style qui
qui est assez spécial quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu son précédent film, ou son avant-dernier, qui s'appelait The Color Wheel, qui était en noir et blanc. Et non, le film, l'inévitable film en noir et blanc, le premier inévitable film en noir et blanc du jeune réalisateur qui débute, qui racontait l'histoire d'un frère et d'une sœur complètement barges qui traversaient un peu le pays, qui n'était pas du tout du coup à New York. Mais j'ai l'impression que ce cinéaste est là pour répéter montrer ce qu'il sait faire et dans la lignée des plus grands. Et à un moment donné, je pense qu'il a d'immenses capacités, ça j'en doute pas une seconde, de mise en scène, mais qu'il faut qu'il se libère et qu'il fasse autre chose que copier ses maîtres. Peut-être qu'ajouter une petite touche d'humour aurait pas fait de mal, et un peu de légèreté là-dedans. Et en même temps, je crois que ce qu'il veut montrer, c'est le côté complet. Pour le coup, c'est vraiment une fresque sans la moindre concession, extrêmement cruelle, une espèce de cruauté d'entomologiste, quoi, de ce petit monde intellectuel d'écrivains qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui sont complètement aveugles. Et avec cette idée aussi d'inviter le spectateur à deviner la souffrance qu'il y a chez ces écrivains aussi, parce qu'ils en souffrent de rendre les autres malheureux. Mais ils sont obligés de passer à côté de la vie pour se consacrer à leur œuvre. Bon, c'est une vieille dialectique, mais là, le film le montre d'une manière particulièrement tragique mais ça aurait pu être mieux cruelle. Montré d'autant, alors pour le coup c'est vraiment la grande note positive de ce film, c'est joué par Jason Schwartzman qui est un formidable acteur et du coup qui est capable d'émotions qu'on a vues dans beaucoup de films de Wes Anderson et qui justement je pense a été restreint parce qu'il aurait pu mieux exprimer justement cette souffrance qu'on ne devine pas finalement, on le devine chez les autres, on voit les autres souffrir à cause de lui, mais lui on ne le voit pas tellement souffrir, à moins de faire un exercice intellectuel en disant oh finalement il doit beaucoup souffrir à faire souffrir les autres. Je crois que le film fait ce pari-là et repose là-dessus. Moi je pense qu'il le manque. Mais...